Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. De nombreux mystères religieux existent. Certains ont été démontés, d'autres démontrés. Des mystères qui pour certains sont des miracles. Les mains qui suintent de l'huile, mais aussi les icônes qui suintent de l'huile. C'était l'émission d'hier, podcastable d'ailleurs sur internet, vous le savez, sur sudradio.fr. Sans oublier les statues qui pleurent, les apparitions, les guérisons miraculeuses, les stigmates, les rencontres avec le diable la nuit, et j'en passe. Aujourd'hui, le sarcophage d'Arles-sur-Tech. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Yves Lignon, encore une émission chaude brûlante? Oui, encore une émission sur le thème paranormal et religion. Paranormal, c'est un sujet brûlant. Religion, c'est un sujet brûlant, de toute façon. Et donc, paranormal et religion, c'est un sujet explosif. Oui. C'est vraiment une raison pour insister sur le fait qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Et que, au nom de la science, on n'a pas le droit de mépriser les choix de conscience. On n'a pas le droit de dire « c'est truqué » à la va-vite. Dans l'affaire du sarcophage d'Arles-sur-Tech, il y a certains scientifiques qui se sont véritablement conduits d'une manière dégradante. Et pourquoi se sont-ils conduits d'une manière dégradante? Parce qu'ils s'en prenaient à la religion. Et moi, je pense que cela, c'est inadmissible. À Arles-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales, près d'Amélie-les-Bains, il se produit un phénomène mystérieux. Un phénomène qui déroute et qui ne date pas d'hier, puisque les premiers témoignages se situent aux alentours de l'an 1000, il y a 1000 ans. Oui. Que ce phénomène intrigue, c'est une chose. Que par ailleurs, à cause de ce phénomène, il y ait des pèlerinages, c'est autre chose. Mais même si on veut démontrer que le phénomène n'en est pas un, j'estime qu'on se doit de respecter les pèlerins. Et donc nous allons voir cette histoire du sarcophage d'Arles-sur-Tech, comment certains scientifiques ont voulu se débarrasser à la va-vite d'un phénomène qui est quelque chose de bien réel, quelque chose d'ailleurs d'aussi solide que la pierre, puisque le sarcophage dont nous allons parler est en pierre. Il est en pierre. Alors qu'est-ce que c'est que ce sarcophage? Qu'est-ce qui se passe dedans ou dessus, etc. Nous verrons ça dans un instant avec Yves Lignon. Aujourd'hui avec Yves Lignon, le sarcophage d'Arles-sur-Tech. Yves, alors, qu'est-ce qui se passe? Précisons d'abord, Emmanuel, c'est extrêmement important, ce qu'est un sarcophage. Un sarcophage, c'est un coffre, c'est presque un cercueil. Mais, comme tout coffre, c'est le détail importantissime. Il a un couvercle. Il n'est pas ouvert à l'air libre. Et c'est donc un coffre en pierre ou en bois qui peut servir de cercueil ou qui peut même servir de tombe. Et celui dont nous parlons, on le nomme aussi dans la région d'Arles-sur-Tech la Sainte Tombe, puisqu'il est réputé avoir contenu les ossements de deux saints qui s'appellent Abdon et Sénène, qui sont des saints locaux. Ce sarcophage, il est en plein air, mais avec son couvercle. Il est dans la petite cour d'une église. Il est monté sur des poteaux. C'est un endroit très calme, un endroit de paix, le lieu où se trouve ce sarcophage. Et surtout, mystérieusement, mais alors véritablement mystérieusement, puisque j'ai dit en commençant, ça fait plus de 10 siècles, ce sarcophage se remplit d'eau. A priori, c'est tout à fait choquant. Puisque, comment l'eau pourrait-elle traverser un couvercle de pierre? Très hermétique. En admettant que ce soit l'eau de pluie. Pourrait-il y avoir une source qui alimenterait le sarcophage avec une tuyauterie sur les piliers qui le soutiennent? C'est peu probable. Qui plus est, cette eau a la réputation d'être miraculeuse. Quand on se rend à Arles-sur-Tech, on peut voir une sculpture qui représente un chevalier, Gaucelme de Théier, qui aurait été guéri d'un cancer au nez grâce à l'eau du sarcophage. Encore plus mystérieux, cette eau se renouvelle, puisque comme elle a les réputations d'être miraculeuse... Elle ne stagne pas. Non, attendez, le clergé en donne aux gens, et on l'envoie même par la poste. Si vous demandez, vous faites parvenir une bouteille vide, et on vous retourne la bouteille remplie d'eau du sarcophage. Gratuitement. Bien sûr. Et donc, l'eau est prélevée,
Et pourtant, il y a toujours de l'eau dans le sarcophage. Il contient environ, on a mesuré bien entendu ses dimensions, il contient environ 350 litres d'eau. Eh bien, quand le curé s'amuse à mesurer, il a prélevé les 350 litres et le sarcophage est toujours plein. C'est véritablement un mystère qui date de 1000 ans et qui a même été, si j'ose dire, renforcé à l'époque où est passé un inspecteur des monuments historiques qui s'appelait Prosper Mérimée. Puisque Prosper Mérimée, le célèbre écrivain, l'auteur de Colomba, etc., a aussi été inspecteur des monuments historiques sous Napoléon III, vers les années 1850-1860. Et à l'époque, il avait fait un tour de France, et donc il avait vu ce sarcophage, et on lui avait raconté l'histoire. On lui avait dit, c'est le tombeau de Abdon et Sénène, il se remplit d'une eau réputée miraculeuse. Et à l'époque où Prosper Mérimée est passé, qui plus est, il l'a bien noté, notre inspecteur, dans son rapport, non seulement le sarcophage avait son couvercle, mais ensuite il y avait un auvent au-dessus du sarcophage. Oui, donc vraiment bien protégé de la pluie. Il était vraiment bien protégé. Cet auvent a, semble-t-il, disparu, mais Prosper Mérimée est formel. Il le décrit, il dit « je l'ai vu sous son auvent ». Bon, à l'heure actuelle, il n'y a plus que le couvercle, n'empêche qu'il y a toujours de l'eau dans le sarcophage. Alors, évidemment, on peut s'interroger. Et dans ces cas-là, les premières hypothèses à étudier sont toujours des hypothèses naturelles. On ne peut penser, puisque nous sommes dans un contexte religieux, au surnaturel que quand on a écarté toutes les hypothèses naturelles. Les hypothèses naturelles, je les ai données tout à l'heure, il y en a deux. Premièrement, une source qui alimente dessous, le sarcophage clandestinement. Oui. Deuxièmement, malgré les apparences, l'eau de pluie. Et c'est donc entre ces deux hypothèses qu'il faut trancher d'entrée, sachant que l'hypothèse de la source, elle est très vite écartée, parce que il faut non seulement une source, mais il faut tout un dispositif. Le sarcophage, il est sur des piliers qui font presque 1 mètre de haut. Oui. Et donc, par conséquent, l'eau, il faudrait qu'elle monte. Donc, ça suppose toute une installation, ou bien que l'auteur du trucage ait connu la théorie des vases communicants. Vous imaginez, dans l'an 1000, quand on a enterré 2 saints, quelqu'un disant, tiens, on va mettre les saints là pour que les générations futures puissent leur rendre hommage, et en même temps, on va faire toute une installation, alors il nous faudra une pompe, il nous faudra une source, etc. Bon, de toute façon, c'est évidemment exclu. Et reste par conséquent l'hypothèse de l'eau de pluie. Est-ce que l'eau de pluie pourrait traverser la pierre, cette pierre sur laquelle nous pouvons taper, là, c'est du solide quand on le voit. Quand on rentre dans ce petit cloître, dans ce lieu de paix, et qu'on voit le sarcophage, on pense à tout, sauf à l'idée que l'eau pourrait traverser la pierre. Et alors évidemment, il y a eu des études scientifiques qui ont été réalisées, on va y revenir dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Et on parle de cette sainte tombe, c'est comme ça qu'on l'appelle en tous les cas à Arles-sur-Tech, une tombe qui aurait recueilli donc des ossements de 2 saints et qui se remplit d'eau continuellement depuis plus de 1000 ans. Yves Lignon, qui étaient ces saints ? Alors ces saints se nommaient Abdon et Sénène, et c'était des martyrs chrétiens. Ils ne sont pas morts à Arles-sur-Tech. On a ramené leurs ossements de Rome. On les a enterrés là, donc aux alentours de l'an 1000. On a fabriqué ce sarcophage spécialement. Et sitôt les ossements placés dans le sarcophage, le mystère c'est arrivé tout de suite. Le sarcophage, disent les premiers témoins de l'époque, a commencé à se remplir d'eau. Et on n'a pas trace justement d'un miracle lorsque les ossements étaient en Italie. On attribue à l'eau, je dis bien, des miracles. Et il y a la sculpture qui représente un chevalier guéri d'un cancer du nez. Rien que cela, ça devrait interpeller. C'est-à-dire, ben, enfin, quand même, depuis 1000 ans, si on croit toujours que cette eau guérit, il y a peut-être un fondement. Oui, alors... On ne trompe pas tout le monde pendant 1000 ans. D'autant plus que le curé d'Arles-sur-Tech, lui, fournit de l'eau à la demande tant qu'on en veut. Oui. Alors évidemment, il y a certains curés d'Arles-sur-Tech, ou d'ailleurs, pour qui il n'y a pas de problème. Et en 1910, quand on a envisagé une première étude scientifique, le curé d'Arles-sur-Tech de l'époque a mis les choses au point. C'est-à-dire ? Il a dit, c'est le doigt de Dieu qui remplit le sarcophage, restons-en là. Pas d'étude scientifique. Non, il n'a pas voulu en 1910. Enfin, c'est assez amusant, le doigt fût celui de Dieu qui remplirait un sarcophage. Hein. Oui, bon, mais bon, oui. Respectons
respectons ce bon prêtre. Tout à fait. Néanmoins, depuis, il y a eu des études scientifiques qui ont été réalisées. Oui, il y en a eu. Alors, la première étude scientifique a été effectuée entre 1959 et 1960. Et c'est, je le dis très bien, une franche rigolade. Ah. Et on se demande comment on a osé présenter cette étude scientifique comme étant une étude scientifique. Puisque c'était en réalité des ingénieurs qui étaient en vacances dans la région, qui jouaient un peu des ingénieurs hydrauliciens. Donc évidemment, les histoires d'eau les concernent. Qui jouent un peu les esprits forts. On dit, tiens, entre 2 verres de muscat, nous allons éclaircir le mystère du sarcophage. Seulement, ces braves gens, ils ont fait des mesures. Par exemple, ils sont allés vouloir mesurer la hauteur d'eau dans le sarcophage. Alors, problème du couvercle, mais enfin, on arrive à glisser un instrument de mesure par un interstice. Et quel instrument de mesure pensez-vous qu'ils ont utilisé? Un double décimètre d'écolier. Oui. Bon, ça fait pas très sérieux d'entrée, ça. Oui, quand on se dit ingénieur et quand on veut essayer d'éclaircir un mystère qui date de 1000 ans. Oui. Bon. Alors, ils ont fait d'autres choses un peu plus sérieuses quand même, et ils ont montré que le sarcophage était en marbre et que contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, le sarcophage était poreux. Donc, par conséquent, ce serait de l'eau de pluie. Ça apportait de l'eau, si j'ose dire, oui, au moulin de l'eau de pluie. Oui. Bon, mais sur le plan scientifique, il suffit pas d'avoir de bonnes hypothèses. Effectivement, à partir du moment où on montre que le marbre est poreux, l'eau de pluie devient une bonne hypothèse. Il suffit pas d'avoir de bonnes hypothèses, il faut se donner le moyen de les étudier sérieusement et se demander aussi si elles sont suffisantes. C'est-à-dire se demander si effectivement c'est bien de l'eau de pluie, voilà. C'est ce qu'on va voir dans un instant sur Sud Radio avec Yves Lignon dans les Clés du Mystère. Cet après-midi, le sarcophage d'Arles-sur-Tech, un sarcophage qui est en marbre, un marbre poreux d'après des études scientifiques qui ont été réalisées en 1960, et qui prouverait donc qu'à l'intérieur, c'est pas de l'eau miraculeuse, mais ce serait de l'eau de pluie. Mais Yves Lignon, ça veut dire que, est-ce qu'on a analysé de façon scientifique cette eau et prouvé qu'il s'agissait bien d'eau de pluie? Avant d'analyser l'eau, tenons-nous-en à l'hypothèse, Emmanuel. À partir du moment où le marbre est poreux, l'hypothèse d'eau de pluie qui s'infiltre est intéressante. Bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Dès qu'on a parlé de marbre poreux et d'eau de pluie, il y a tout un tas de gens qui se sont précipités en disant « le mystère est éclairci ». Oui, qui se sont arrêtés là. Pas du tout, pas du tout. Une bonne idée, ça se concrétise en science comme ailleurs. Si on voulait prouver que c'était l'eau de pluie, il fallait faire des mesures correctes. Et les mesures de l'époque ne l'ont pas été. Donc tout ce qu'on pouvait dire, c'est ces ingénieurs en vacances ont émis une bonne idée. Mais que voulez-vous, dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de vénération, dès qu'on dit il y a un pèlerinage qui date de 1000 ans, il y a des gens qui voient l'opium du peuple partout et qui veulent faire le ménage. Et je me souviens que dans un grand congrès scientifique qui se tenait à Paris, à la Cité des Sciences de la Villette, j'ai vu un de mes collègues universitaires dire « c'est expliqué l'affaire du sarcophage ». Non seulement il a présenté un tableau reprenant les mesures effectuées avec la règle des colliers en 1960, c'était déjà un peu ridicule dans un congrès à la Villette, mais en plus il a rajouté des données, il a présenté des courbes, etc. Il a dit, voyez, si on prolonge le trucage, là il n'est pas du côté de l'Église, il est du côté des scientifiques. Mais ceci dit, l'hypothèse était bonne. Et cela étant, il y a eu d'autres études scientifiques qui ont été réalisées depuis. Et il y a eu d'autres hypothèses émises aussi. Moi, je me souviens d'un professeur de physique, qui après tout est aussi compétent qu'un ingénieur en hydraulique dans ce genre d'affaires, qui m'a écrit pour me dire, c'est peut-être un phénomène de condensation. Et il me disait, j'ai un chaudron dans mon jardin, vous savez, ces chaudrons qui servent quelquefois pour mettre les géraniums. Eh bien, quand il n'y a pas de plantes à l'intérieur, il se remplit d'eau pendant la nuit, rien qu'à cause de la condensation. Donc non seulement l'eau de pluie était en piste et était bien partie, mais il y avait d'autres hypothèses qui pouvaient aussi tenter leur chance. Et puis, cette eau, on pouvait la prélever. On pouvait la faire analyser. Et curieusement, tous ces gens qui s'excitaient autour du sarcophage, ils n'ont pas voulu la faire analyser.
On se demande bien pourquoi. Ouais, quel dommage. Moi, je crois que c'est un espèce de truc dans les têtes. On avance l'hypothèse de l'eau de pluie, on n'est pas sûr de soi, donc on évite de faire analyser l'eau. On ne sait jamais, on ne prend pas de risque. Il faut pas oublier que dans les années 1960, on va appeler les choses par leur nom, on va appeler un chat. Les gens qui défendaient l'hypothèse de l'eau de pluie étaient des militants anticléricaux. Je ne les agresse pas en disant ça. Leur opinion est aussi respectable que celle des croyants, mais ils étaient des militants anticléricaux. Ils voulaient à tout prix prouver qu'il y avait une machination de l'Église. Mais les éléments qu'ils avaient n'étaient pas si tant solides. Et donc, faire l'analyse. Alors, il y aurait eu des analyses effectuées à l'étranger, notamment en Angleterre, qui disent que l'eau est extrêmement pure. C'est l'essentiel. C'est-à-dire que ce ne serait pas donc de l'eau de pluie. Si, ça pourrait être de l'eau de pluie, mais le fait que l'eau ait traversé le marbre aurait purifié l'eau. Un effet de filtrage. Ah d'accord. Un effet de filtrage. Mais il y a encore beaucoup de choses. Et puis de toute façon, donc au point où nous en sommes, vous voyez, nous sommes vers 1970. Eh bien, l'hypothèse de l'eau de pluie, tout le monde y pense. Mais les gens qui disent cette hypothèse est vérifiée sont des gens qui s'avancent beaucoup, beaucoup trop. Mais il y a une explication et c'est à suivre. Sud Radio, les clés du mystère. Le sarcophage d'Arles-sur-Tech et le dénouement du mystère, Yves Lignon. Est-ce qu'on a finalement une explication ? On a une explication et l'eau de pluie y est bien pour quelque chose. Mais ça n'est pas, je pense, une explication suffisante. Oui. Et vous allez voir pourquoi. Bon, toujours est-il que les gens sérieux et les gens qui n'avaient pas d'a priori, qui n'étaient pas motivés par l'idée de bouffer du curé, ont très bien compris dès le début que cette étude des années 1960 ne pouvait pas être prise au sérieux. Et donc, il fallait recommencer. En n'oubliant pas que le point de départ était intéressant. Il y a donc eu dans les années 1990, entre 1990 et 2000, vous voyez, c'est pas vieux, hein, une étude extrêmement lourde qui a été menée par une équipe d'hydrauliciens français et étrangers. Ça leur a pris des mois. Ils sont arrivés avec un matériel, on aurait presque dit, d'après les habitants d'Arles-sur-Tech, un régiment de blindés qui débarquait. Et il leur a fallu des mois. Et pendant des mois, ils étaient là. Oui, on pense bien que c'est l'eau de pluie, on pense bien que c'est l'eau de pluie, mais ils n'arrivaient toujours pas à avoir la preuve. Et ces gens-là, d'ailleurs, sont arrivés en disant, écoutez, l'étude sur laquelle on se base jusqu'à présent, s'il vous plaît, mettons-la de côté, n'en parlons plus. Et donc, après une recherche très très lourde, pas un truc de fantaisie de genre en vacances, ils ont finalement réussi à montrer, et là, c'est, je crois, indiscutable, qu'il s'agit bien d'eau de pluie, mais pas seulement d'eau de pluie. Le phénomène de condensation, auquel avait pensé ce professeur de physique de Béziers qui m'a écrit, le phénomène de condensation intervient aussi. Et donc, a priori, le mystère d'Arles-sur-Tech est totalement éclairci. A priori. C'est de l'eau de pluie, parce que le marbre est poreux, et il s'y ajoute de l'eau de condensation. Ben moi, franchement, je ne crois pas qu'il soit totalement éclairci. Mais... Parce que ce sarcophage, c'est un phénomène physique, on est d'accord, mais il a aussi une histoire. Et quand on se penche sur l'histoire de ce sarcophage, depuis 1000 ans, on découvre un certain nombre de détails qui restent bizarres. Même si avec l'artillerie lourde, on a trouvé que l'eau de pluie le remplissait. Quel détail ? Eh bien, pourquoi à certaines époques, alors qu'il ne pleuvait ni plus ni moins qu'à un autre moment, le sarcophage s'est-il complètement vidé ? Très intéressant. Il y a au moins, et alors, vous allez me dire, si on raconte ça il y a 1000 ans, comment allez-vous vérifier ? Mais beaucoup plus récemment, là on a des témoignages presque de première main. À l'approche de la guerre de 1914 et au cours de l'année 1939, il pleuvait encore une fois comme d'habitude et le sarcophage ne se remplissait pas. Tous les témoignages convergent. À l'approche des deux guerres. Hein. À l'approche des deux guerres. Alors, il y a des témoignages semblables, plus anciens, mais évidemment, étant donné leur âge, ils ne peuvent pas être pris autant au sérieux
que c'est de là. Là, la guerre de 1914, c'était avant-hier. La guerre de 1939, c'était hier. Et là, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours de l'eau, rassurez-nous? Il y a toujours de l'eau, sauf qu'on a beaucoup parlé de ce sarcophage, et donc il y a toujours de l'eau, il y a aussi de plus en plus de demandes. Oui, de bouteilles d'eau, effectivement. Oui, évidemment. Et le pauvre curé d'Arles-sur-Tech il est harcelé. n'arrive pas à suffire. Et donc, quelquefois, là, le sarcophage, on va dire que le niveau de l'eau est un peu bas, mais que ça n'a rien de surnaturel. Et de toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a le problème de la nature de l'eau qui subsiste. En fait, c'est un mélange d'eau de rosée et d'eau de pluie probablement, mais il n'y a pas eu d'analyse. Et il y a aussi tout ce qui fait que depuis 1000 ans, on prétend que cette eau guérit. Et ça reste un autre problème à étudier. Bien sûr. Parce que une telle croyance ne tient pas la route pendant 1000 ans si elle n'a pas un minimum de fondement. Juste dites-nous, le sarcophage donc d'Arles-sur-Tech contient combien de litres d'eau? Bon, vous voulez absolument me faire des mathématiques. Ah oui? Il contient, tout bien mesuré, 330,80 litres. Et le curé a quelquefois donné 350 litres en moins d'un an. Mais comme entre-temps il a plu. Yves Lignon, il y a encore d'autres mystères religieux? Bien sûr, le plus fameux, le plus énorme, c'est le phénomène des apparitions. Apparition de la Vierge, apparition du Christ. C'est un phénomène sur lequel nous reviendrons. Alors, il y a en particulier une apparition de la Vierge qui est moins connue que l'apparition de Lourdes, qui est moins connue que l'apparition de Fatima, mais que j'ai eu l'occasion d'étudier très en profondeur. C'est une apparition qui s'est produite en France en 1871, au mois de janvier, dans la Mayenne, près de Laval. Et à mon avis, c'est le cas typique, parce qu'étant donné la qualité des témoignages, étant donné toutes les informations dont on dispose à ce propos, qui montrent bien que quand on nous parle d'un phénomène religieux, justement, il faut écarter la religion. Il faut chercher, nous, en tant que scientifiques, il nous faut chercher à comprendre le phénomène. Et puis, quand on aura compris le phénomène, quand on aura dit il y a une explication ou il n'y a pas d'explication, parce que la science ne sait pas tout, la science progresse sans arrêt, elle progresse quand même, je pense, indéfiniment, mais elle ne sait pas tout, eh bien alors, en conscience, chacun se prononce. Voilà. Vous-même d'ailleurs scientifique, vous êtes capable de dire, effectivement, il y a des mystères religieux qui peuvent être des miracles. Je dirais, il y a des phénomènes mystérieux et encore inexpliqués. Donc qui peuvent être des miracles. Et chacun les interprète comme il veut, selon sa conscience. Vous savez, dans mon enfance, languedocienne, eh bien, quand il y avait la sécheresse, quelquefois le curé, dans les villages, organisait une procession. Il disait, nous allons faire une procession pour demander à Dieu de faire pleuvoir. Et en même temps, évidemment, le curé, quand il annonce la procession, disait, puis il y a des mécréants qui, au lieu d'être à la messe, sont au café. Alors cela, Dieu les punira. La procession avait lieu, l'eau tombait. Ceux qui participaient à la procession remerciaient Dieu. Mais l'eau était aussi tombée sur les vignes de ceux qui étaient restés au café. Donc, interpréter les phénomènes, chercher à les comprendre, c'est une chose. Leur donner un sens, c'est autre chose. Et il faut vraiment pas, comme certains ont voulu le faire à propos d'Arles-sur-Tech, mélanger les torchons et les serviettes. D'autres mystères, on en parlera évidemment dans les clés du mystère. Yves, donc on a parlé des apparitions, les guérisons miraculeuses, les stigmates, les rencontres avec le diable. Et puis parfois, évidemment, il y aura d'autres émissions qui n'auront absolument pas... pas de rapport avec la religion. Nous, dans les prochaines émissions, on peut l'annoncer, nous allons parler de voyance, nous allons parler de table tournante. Avec la recette, peut-être même. Nous allons parler de... on va donner la recette de la table tournante, et puis peut-être que nos auditeurs nous enverront leur témoignage. Oui. Et je vous raconterai une histoire très amusante. On peut en dire un mot. Oui. La fois où la table tournante s'est enfuie. Ça a été la table galopante. Tout ça, ce sont pour nos prochaines émissions. Nous aborderons aussi le sujet des ovnis, puisqu'on nous l'a demandé. Évidemment. Et nous aurons, dans 15 jours, 3 semaines, une grande série sur la vie après la vie, la parapsychologie et la mort.
Bien sûr, et donc le phénomène des morts imminentes. Exactement. Je vous rappelle que les émissions de Yves Lignon, Les Clés du Mystère, sont podcastables sur le site internet de sudradio.fr. On vous donne rendez-vous demain, évidemment, dans Les Clés du Mystère, entre 13h30 et 14h30. 13h30, 14h30. Les Clés du Mystère sur Sud Radio.